Merci beaucoup. D'abord, je voudrais saluer toutes les personnes présentes. Si vous êtes là, c'est que vous êtes engagés sur le sujet. Et saluer notamment un certain nombre de dirigeants. Jean-Paul Agon à l'instant, Louis Schweitzer, Sophie Boissard tout à l'heure, Philippe Darmagnan et bien d'autres, mais qui, avec eux, entraînent leurs équipes. Ça me paraît très important parce que c'est une affaire d'entreprise, c'est une affaire d'hommes et de femmes, et c'est que collectivement qu'on peut vraiment bouger les lignes. Alors, je pense qu'un certain nombre des sujets que vous avez évoqués, que je vais évoquer, vous avez commencé à les évoquer avec Sophie Cluzel et dans la table ronde avec Jean-Michel Blanquer. Mais je voudrais revenir sur quelques points essentiels. D'abord, je vais être un petit peu cash, on n'est pas très bon en France. Ça fait 30 ans que la loi prévoit 6% d'obligation d'emploi des travailleurs handicapés. On est à 3,5 aujourd'hui et on progresse très lentement, 0,1 point par an. Il y a des pays qui n'ont pas d'obligation et qui font mieux que nous. Il n'y a pas de fatalité. Et je pense qu'aujourd'hui, on a un vrai sursaut à avoir sur le sujet. La deuxième chose, c'est que quand on parle de lutte contre le chômage, et tous les sujets sont liés, il faut savoir qu'à Pôle emploi, il y a aujourd'hui 500 000 personnes en situation de handicap qui sont à Pôle emploi. C'est-à-dire 500 000 personnes qui veulent travailler et qui n'arrivent pas à accéder au marché du travail. Et le taux de chômage des personnes en situation de handicap est le double, à 19%, et à plus du double des autres personnes. Et une des raisons, c'est la raison de la qualification et de la formation, puisque 73% des personnes en situation de handicap ont un niveau inférieur au CAP ou pas de qualification. Pourquoi? Parce qu'on a fait un effet générationnel. Aujourd'hui, et Jean-Michel Blanquer, la table ronde en ont certainement parlé, on accompagne les enfants pour qu'ils puissent tous accéder à la scolarité. Il y a encore du travail à faire sur le sujet, à améliorer, à l'accès à toutes les études. Je reviendrai sur l'apprentissage. Mais néanmoins, on est dans cette dynamique. Et pour les générations qui aujourd'hui sont au chômage, eh bien, pour beaucoup, ils n'ont pas eu cette chance. Et donc, ils ont d'une certaine façon la double peine. À leur handicap, on a ajouté un handicap social, qui est le manque de qualification, qui est le premier marqueur du chômage. Je crois si on est tous réunis ici, c'est pour dire que ça n'est pas acceptable et que nous ne l'acceptons pas. Et que quand on est une personne en situation de handicap, et Jean-Paul Agon le disait tout à l'heure, on a autant de richesses à apporter. Les personnes en situation de handicap, ce n'est pas simplement tendre la main à des concitoyens par solidarité, oui c'est ça, mais c'est aussi toute la richesse qu'ils peuvent apporter, toute la valeur ajoutée qu'ils peuvent apporter dans l'entreprise. Et c'est un des éléments clés de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel que j'ai porté l'année dernière, et ce sujet-là, bien sûr, en binôme avec Sophie Cluzel, et qui a été adopté, promulgué le 5 septembre dernier. Aujourd'hui, il me semble que nous avons deux enjeux. D'abord, c'est faciliter et favoriser l'emploi des travailleurs handicapés en entreprise. Je le disais, il n'y a pas de fatalité, mais ça ne peut pas être l'affaire de quelques spécialistes. On ne peut réussir qu'en mobilisant tout le monde, c'est-à-dire les entrepreneurs, les dirigeants, les salariés, les travailleurs handicapés eux-mêmes, le service public de l'emploi et les partenaires sociaux. Et le deuxième enjeu, je reviendrai sur les deux, c'est investir dans les compétences. Puisque aujourd'hui, on a ce déficit de compétences, au moment où une entreprise sur deux en France ne trouve pas les ressources sur le marché du travail dont elle a besoin. Une sur deux. On a une croissance des emplois qui est forte depuis 2 ans. 470 000 emplois nets créés. 93 000 au premier trimestre. Je parle bien d'emplois nets des destructions. Et pourtant, on a plusieurs centaines de milliers, au moins 400 000, peut-être plus, d'emplois qui ne sont pas pourvus faute de compétences. Alors, il faut ouvrir à tous. Il faut ouvrir aussi aux personnes en situation de handicap cet accès à l'emploi par la compétence au moment où il y a des opportunités d'emploi et qu'elles ne sont pas, couvertes. Donc, le premier sujet, c'est la mobilisation des employeurs. Je pense que vous avez déjà évoqué, et vous évoquerez certainement tout l'après-midi, le sujet du changement de regard. C'est très frappant de voir qu'on est à 3,5 de moyenne, mais on a des entreprises qui sont à 6, 7, 8, 10%. Et on a un quart des entreprises qui sont à 0%. C'est-à-dire qu'elles se font un monde, considèrent que c'est une complexité, que ça va être impossible, ou que ça va gêner. Enfin, plein de freins qui sont des freins psychologiques. Aujourd'hui, plus de 80% des handicaps sont parfaitement compensés et invisibles. Et pour les autres, il y a toutes les aides et les accompagnements nécessaires. Donc il y a bien un sujet de changement de regard.
Le deuxième sujet, c'est la manière dont on compte les obligations des entreprises. Donc ça paraît technique, mais c'est important. Dans la loi à venir, que je vais appeler avenir professionnel, pour ne pas répéter à chaque fois, pour la liberté de choisir son avenir professionnel, c'est désormais maintenant au niveau de l'entreprise qu'on compte et non plus au niveau de l'établissement. Il y a beaucoup d'emplois qui n'étaient pas ouverts aux personnes en situation de handicap par le compte par établissement, notamment les entreprises à réseau. En gros, c'est 100 000 postes de plus qu'on ouvre. Ce n'est pas négligeable. Et pourquoi au niveau de l'entreprise? Parce que c'est à ce niveau-là qu'on décide les politiques d'emploi. Ensuite, c'était une suggestion de Sophie Cluzel, toutes les entreprises, y compris celles de moins de 20 salariés qui n'ont pas d'obligation, déclareront leur effort en matière de l'emploi dans les personnes handicapées. Parce qu'on s'est aperçu qu'il y a beaucoup d'entreprises de moins de 20 salariés qui, elles, n'ont pas d'obligation, qui accueillent des personnes en situation de handicap. Et dont la mobilisation collective, c'est important de pouvoir le mettre en valeur. Ensuite, toutes les entreprises auront désormais maintenant un référent handicap, c'est-à-dire une personne qui n'est pas forcément une personne à temps plein, mais qui va faire l'interface entre les managers, la GFIP, les personnes en situation de handicap, Pôle emploi, Cap emploi, enfin tous ceux qui travaillent sur ce sujet, pour que ce sujet soit haut dans l'agenda et de façon très opérationnelle. Nous avons aussi dans la loi simplifié les démarches pour les entreprises. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, les déclarations, enfin hier plus exactement, étaient des déclarations spécifiques à part et très compliquées. Désormais, ça sera très simple et intégré à la DSN, à la déclaration sociale nominative. Là aussi, j'allais dire, la ségrégation administrative, elle n'aide pas à l'intégration. Parce que si c'est une complexité administrative, avant même d'être une affaire humaine, ça n'aide pas. Donc ça, c'est réglé. Et il y aura un interlocuteur unique pour les organismes sociaux. Donc il y aura une seule déclaration et elle vaudra partout. Ça paraît évident, mais ce n'était pas le cas avant. Alors ensuite, on pense aussi qu'il faut casser les stéréotypes sur l'accès à l'emploi durable. Une des expériences qu'on a vues, c'est que, par exemple, quand des personnes en situation de handicap vont au travail temporaire, en intérim, le taux de conversion en emploi durable est extrêmement élevé. C'est-à-dire beaucoup d'entreprises qui ont une prévention en disant « Oh là là, accueillir quelqu'un de handicapé », c'est plus une personne handicapée qui voit, c'est Pierre ou Jeanne qui a des talents, qui a de l'engagement, qui a envie de travailler dans une équipe, qui s'est intégré dans une équipe et qui apporte une valeur. Et donc, c'est pour ça que dans le décompte, on tiendra compte aussi bien des stagiaires, des périodes de mise en situation en milieu professionnel, des intérimaires, des titulaires des contrats aidés, des alternants, peu importe la voie d'accès, si elle permet d'intégrer l'entreprise. Alors, ensuite, je l'évoquais, il y a le sujet des compétences. Le niveau de qualification est 2 fois moindre que pour les personnes en situation de chômage qui, de façon générale, ont un taux de qualification un peu inférieur à la population active. C'est vraiment la double peine. Un de nos premiers objectifs, c'est l'apprentissage. Une classe d'âge, c'est 6 à 7% de personnes en situation de handicap. En apprentissage, on a 1% de jeunes. Alors déjà, on est sur des générations qui ont fait moins d'études, et en plus, ils ont moins accès au métier. Là aussi, on change ça, et les 965 CFA, Centres de formation d'apprentis, ont maintenant un référent handicap qui va permettre cette interface entre l'école, les familles, les jeunes en situation de handicap, les entreprises, les employeurs et les formateurs. Et il y aura des majorations, évidemment, des règles de prise en charge financière pour les contrats d'apprentissage qui accueillent des jeunes en situation de handicap. Comme on va beaucoup développer les formations à distance, y compris dans l'apprentissage, ça va aider aussi certains cas. Par ailleurs, sur la formation continue, nous avons décidé aussi dans cette loi de majorer le compte personnel de formation pour les salariés les moins qualifiés, avec un bonus particulier pour les personnes en situation de handicap, y compris ceux des entreprises adaptées et des ESAT. Enfin, dans le plan d'investissement compétences, où on investit 15 milliards d'euros pour former 1 million de jeunes et 1 million de demandeurs d'emploi, évidemment, les personnes en situation de handicap font partie des priorités, pas simplement sur les programmes territoriaux, mais aussi sur les programmes nationaux d'innovation, de R&D sociale. Je pense notamment au programme 100% inclusion. Mais dans les parcours régionaux, dans ce que nous avons négocié avec 16 régions sur 18, ce sujet-là est au cœur. En clair, il faut le mettre dans tous les programmes. On ne fait pas des programmes spécifiques handicap au ministère, mais il n'y a plus de programme sur lequel il n'y a pas un fléchage particulier, une intention particulière, une mobilisation d'acteurs particuliers, puisqu'on ne peut pas viser l'inclusion en commençant par exclure du droit commun. Il faut aider à ce que le droit commun soit accessible pour tous. Alors, il y a un sujet qui est les marches d'escalier pour aller vers l'emploi durable. Et un sujet qui est important, c'est celui des entreprises adaptées.
Donc, nous menons depuis le 1er janvier une réforme des entreprises adaptées, suite à un accord que Sophie Cluzel et moi avons signé en juillet dernier avec l'Union nationale des entreprises adaptées, APF Handicap et l'UNAPI, et qui va permettre, d'une part, sur 4 ans, de doubler le nombre de places en entreprises adaptées, on en manque beaucoup, passer de 40 à 80 000, et en même temps en faisant évoluer le modèle, et on a créé par la loi la possibilité de l'intérim spécialisé, c'est-à-dire qu'on peut avoir des sociétés d'intérim sur ce sujet, et des contrats tremplins qui soient un CDD spécifique pour permettre d'accéder à l'emploi. Enfin, sur l'offre de services, c'est un peu technique, mais enfin, il y a beaucoup à faire, c'est quand même très compliqué. Et donc, avec Sophie Cluzel, nous avons ouvert ce chantier avec tous les acteurs concernés, dont les partenaires sociaux. Et notamment, ça permet d'envisager des innovations. Je pense notamment à l'emploi accompagné, qui associe des acteurs du médico-social et des acteurs du service public de l'emploi, qui est une sorte de job coaching pour s'assurer que l'insertion réussit, puisque les premiers mois sont clés. Enfin, nous avons rapproché Pôle emploi et Cap emploi, parce que là aussi, c'était la double peine. La personne en situation de handicap allait à Cap emploi, mais quand il fallait une offre d'emploi, il fallait aller après à Pôle emploi. Donc elle faisait la navette entre les deux. Donc on rajoutait une complexité, j'allais dire inutile. Donc nous l'avons rapproché, ils travaillent en équipe, en projet. Ça marche très bien, je suis allée voir ça sur le terrain à pas mal d'endroits, et je pense que ça va beaucoup faciliter les choses. Par ailleurs, le président de la République, en 17 juillet dernier, avait réuni une centaine de grandes entreprises, certains d'entre vous étiez là, pour leur demander ce qu'ils pouvaient faire de plus, ce à quoi ils étaient prêts à s'engager de plus pour aider des jeunes des quartiers prioritaires de la ville, des personnes en situation de handicap, des détenus, des réfugiés, tous ceux qui ont du mal à accéder à l'emploi, pour faire le pontage avec eux et qu'ils puissent aller vers eux et leur proposer des opportunités. Et dans ce cadre-là, suite à cette première rencontre, il m'a demandé d'animer avec tous mes collègues ce qu'on appelle le mouvement La France, une chance, les entreprises s'engagent, qui sont la création de clubs locaux, départementaux, sur tous ces sujets. On est au 60e club, c'est extrêmement dynamique. Il y a à chaque fois entre 50 et 200 entrepreneurs, beaucoup des TPE-PME, et je suis intéressée du fait qu'on va discuter de ça, parce que avec le directeur général de la GEFOS PME, il y a beaucoup d'entrepreneurs de PME qui sont extrêmement engagés sur ce sujet. C'est quand même là qu'on crée le plus d'emplois en France. Et c'est là qu'il y a plus de la moitié des emplois, dans les TPE-PME. Donc c'est un élément important de la réussite de cette mobilisation des entreprises. En clair, et pour finir, je dirais que pour les acteurs, moi je vous invite à saisir l'occasion de cette réforme pour en faire un accélérateur. La loi ne change pas la réalité. Elle crée le cadre qui permet de le faire. C'est la responsabilité, c'est ça le rôle du gouvernement et du Parlement dans la loi. C'est de partir des réalités de terrain, voir ce qui bloque, lever les freins, et aussi donner des ambitions et permettre des manières de faire différentes qui permettent d'aller plus loin. Maintenant, je dirais le travail législatif, il est fait, sauf sur l'offre de service, mais pour le reste, c'est fait. Et ce qui est le plus important, et c'est pour ça que la table ronde, c'est encore plus important que mes propos, c'est la mobilisation des acteurs, parce que vous avez maintenant le soutien financier dans les programmes de formation d'accès à l'emploi, le cadre législatif et réglementaire qui permet d'aller plus loin, mais la vraie réalité de ce qui changera, c'est comment les acteurs se mobilisent, ils le font, mais comment nous pouvons, et je pense que c'est l'objet de la table ronde, changer d'échelle sur le sujet. On a besoin de changer d'échelle. Encore une fois, le handicap, ce sont d'abord des personnes qui ont des choses à apporter à l'entreprise, ce sont des ressources, ce sont des atouts, et c'est en faisant ça, non seulement dans les mots, mais en l'utilisant dans les programmes qu'on fait, que je pense qu'il n'y a pas de fatalité et qu'on peut vraiment bouger les lignes et changer l'échelle sur le sujet. Je vous remercie d'avance pour votre engagement. Merci, Madame la Ministre. Vous restez avec nous pour la table ronde.